Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Je pense que vous l'avez remarqué au cours de mes vidéos, il y a des noms qui reviennent souvent, principalement parce qu'ils sont des bons exemples de ce que j'essaye de présenter. Mais si souvent j'essaye de ne pas m'étendre sur toutes les œuvres dont je parle, il est parfois intéressant de se pencher un petit peu plus sur certains auteurs ou travaux et leurs thèmes ou impacts sur la littérature SF. Aujourd'hui donc nous allons nous attaquer à un des grands piliers de la hard SF, quelqu'un que j'ai déjà maintes fois cité au cours de mes vidéos, Kim Stanley Robinson et sa trilogie de Mars, qui a je crois traumatisé plus d'un lecteur, dont moi. La trilogie de Mars, donc écrite par l'écrivain américain Kim Stanley Robinson, est composée de 3 livres, logique, Red Mars, sorti en 1992, Green Mars, sorti en 1993, et Blue Mars en 1996. Elle a gagné de nombreux prix et est reconnue comme étant un des travaux de hard SF les plus poussés, en plus d'être un des très rares livres sur la terraformation en fiction. Un résumé qui sera inhabituellement court parce que je ne veux pas spoiler les événements des 3 livres. Et ensuite parce que, ils font chacun environ 800 pages, c'est des beaux bébés. Pour vous donner un aperçu du contexte de l'histoire, voici un court résumé. En 2026, une mission conjointe entre les Russes et les Américains envoie les 100 premiers colons humains sur Mars à bord du Ares, dont 70 de ces 2 pays. Ça fait beaucoup. Nous commençons donc le livre à bord du Ares, où nous découvrons nos différents personnages, leurs relations et compétences, avant d'arriver sur la planète et la construction de Underhill, sous colline. Oui, c'est une référence à Tolkien, la toute première colonie sur Mars. Alors, on va pas détailler les 100 personnages, parce qu'en soi, on les voit même pas tous et certains, on s'en fout complètement, mais certains sont particulièrement importants pour l'histoire. Par exemple, nous avons Maya Toitovna, la chef du contingent russe, John Boone, le premier astronaute à avoir marché sur Mars en 2020, Frank Chalmers, chef du contingent américain, Nadia Tchernyshevsky, ingénieur, Arkady Bogdanov, un ingénieur également, Anne Claiborne, géologue, Hiroko Ai, biologiste, ou Michel Duval, oui, le français qu'un nom pareil, psychologue. Très vite, toute cette joyeuse petite bande se trouve face à un dilemme qui fait basculer toute l'histoire. Faut-il terraformer Mars? Oui, ils n'y avaient pas pensé avant, posez pas de questions. 2 camps se forment alors. Les Verts, personnifiés par Saxifrage Russell, persuadés que la seule présence sur Mars des terriens est le début de la terraformation en soi, et que c'est le but de l'humanité de s'étendre, et les Rouges par Anne Claiborne, statuant que l'humanité n'a en fait pas le droit de changer des planètes entières selon leur bon vouloir. On est donc baladé de débat politique en débat politique, en nouvelle construction, galère d'ingénieurs, exploration de Mars et sa lune Phobos, à la découverte de ce nouveau monde et de ses possibilités et dangers. Et ce sur 3 bons pavés, donc autant vous dire qu'il s'en passe des trucs. Beaucoup. Un peu trop. Alors c'est toujours difficile de s'en tenir à 5 thèmes pour rendre la vidéo digeste. Vous vous doutez bien que sur ces 3 pavés, il se passe bien plus de choses et on explore bien plus de dilemmes que cela. Mais laissez-vous découvrir aussi un petit peu. L'éthique de la terraformation. Je ne peux pas ne pas commencer par ce thème. Ça peut vous paraître étrange pour quelqu'un qui baigne dans le genre comme moi, mais avant ce livre, je m'étais jamais vraiment posé la question de l'intérêt éthique ou non de la terraformation. Je vivais avec le rêve martien la The Expanse, où les planètes où nature et homme vivent en harmonie comme Naboo. C'était tellement évident que ça ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit, et dans le doute, par défaut, je pense que nous sommes tous des Sax Russell. C'est notre bon droit et même notre mission quasi divine de créer le plus d'habitat possible pour les humains. Et après tout, Mars est une terre aride et morte, jusqu'à preuve du contraire, où rien ne pousse. Donc pourquoi pas? Et puis Anne débarque, et elle te fait complètement changer ta vision des choses. Parce que, après tout, nous n'avons vraiment rien à faire là. Et de quel droit devons-nous changer un écosystème? Et qui décide de ce qui est important ou pas dans le monde du vivant ou du géologique? Et ce sont juste mes moments préférés du livre, parce que finalement, c'est quelque chose qui est très actuel pour nous, et une question qui ne manquera pas d'arriver le jour où nous atteindrons Mars, qui sera certainement plus proche que nous le pensons. Le pire étant que, finalement, les 2 côtés, bien qu'extrêmement opposés, ont tous les 2 des points très valides. Oui, Mars est morte, sans vie végétale ou animale, à ce qu'on en sait, donc quel est le problème? Mais aussi, a-t-on besoin vraiment d'imposer notre vision du monde et le droit sur une planète et un monde qui n'est pas le nôtre? Ça fait vraiment réfléchir et c'est hyper agréable rien que pour ça. La politique. Je sais, elle est facile celle-là, surtout au vu du premier point, mais la question de la terraformation n'est pas du tout le seul point de discorde entre les personnages. Ça nous a peut-être pas échappé au synopsis, mais 70 des 100 colons de base sont américains et russes. Et croyez bien qu'ils ont des objectifs et des visions du monde bien différents, boostés par l'environnement compliqué de Mars, et les possibilités qui s'offrent à eux.
Le personnage de Frank Chalmers notamment est constamment en train de comploter, tout comme Maya, que je ne peux honnêtement pas blairer, et c'est de pire en pire à mesure où on avance. Parce que Mars évolue en parallèle de la société terrienne, et c'est toute une nouvelle politique qu'il faut inventer. Si Robinson part notamment sur du socialisme, on a quand même à certains moments des débats sur l'eugénisme et du terrorisme, donc autant vous dire que ça va très loin. On a aussi des passages proches du communisme, de l'utopisme selon vos points de vue sur la question, avec Hiroko Ai, mais j'en dirai pas plus là-dessus. Le discours scientifique. À la lecture du livre, il est évident que Robinson a fait ses devoirs. Le livre est ultra réaliste dans son approche de la science. Alors, ok, on n'a pas marché sur Mars en 2020, on a un peu loupé le coche dans la réalité, et l'humanité de 2026 a l'air beaucoup plus évoluée technologiquement que celle que l'on aura probablement dans 4 ans. Mais le discours scientifique se tient plutôt bien au cours du livre. Et ce, autant dans son approche sur le corps humain, avec les effets des radiations sur John Boone, ou les morsures du froid, la construction d'habitats dans une gravité différente, ou ce putain de régolithe. Le régolithe est en pédologie la partie du sol recouvrant la roche-mère, qui peut contenir du matériel meuble, comme de la poussière ou de la terre et des roches saines. Il désigne sur les planètes sans atmosphère ou les satellites naturels la couche de poussière produite par l'impact des météorites à la surface. Et ça, dans Red Mars, on en parle toutes les 5 putains de pages. Bisous. Je rigole, bien évidemment. Beaucoup des concepts scientifiques qu'il utilise dans son livre sont bien documentés dans la littérature scientifique, et même si parfois, j'avoue, ça peut être un petit peu saoulant, la science est un des meilleurs points du livre, et un de ses véritables points clés, depuis le début avec le vaisseau Ares. Une histoire de l'humanité. En démarrant juste avant l'arrivée sur Mars, Robinson crée une idée assez intéressante, celle que l'on suit la naissance d'une toute nouvelle humanité, des tout premiers Martiens. Balbutiantes malgré leur technologie au début, en pleine construction, puis explosant entre les conflits, parfois armés et causant souvent des dommages extrêmes, comme la destruction d'équipements ou la mort de colons. L'expansion, les découvertes et la création de factions et de sous-familles entre les rouges et les verts. Voir naître sous nos yeux une colonie, leurs difficultés, leurs inimitiés, troubles et guerres, c'est un peu comme voir une nouvelle histoire de l'humanité, ses défauts, travers et forces se jouer sous nos yeux. Et c'est plutôt chouette. Une humanité améliorée ? J'ai parlé d'eugénisme tout à l'heure, permettez-moi d'utiliser ce point comme un point spoil. Si vous ne voulez pas découvrir une partie de l'histoire, je vous laisse directement passer au point à retenir en partant à ce timecode. Vous avez quelques secondes. Dépêchez-vous. Allez! Très tôt en arrivant sur Mars, Sax découvre le moyen d'allonger de manière significative la vie des êtres humains, en créant une sorte de cure à répéter plusieurs fois au cours de sa vie, certains vivant au-delà des 200 ans. Loin d'être une cure de jouvence, cependant, Robinson spécule sur les effets d'une vie démesurée, par exemple avec la perte de mémoire ou l'instabilité mentale. Mais il y en a qui n'ont pas besoin de ça, n'est-ce pas Maya ? En voulant s'améliorer et permettre aux 100 premiers colons de vraiment mener à bien le travail de leur vie, il se condamne en quelque sorte sans le vouloir à de nombreux effets secondaires, pas forcément sympathiques. Ce retournement de situation est hyper important pour le développement du 3e livre, Blue Mars, et dans le développement politique de l'intrigue. Rien que comme ça, je pense que vous pouvez un petit peu imaginer. De la hard science bien hard. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que cette trilogie en avait traumatisé plus d'un ? Bon, j'exagère, à peine. Mais c'est quand même complexe à certains moments. Non, vraiment, certains passages sont bourrés jusqu'à la gueule de termes plus techniques les uns que les autres, et les descriptions des environnements et équipements sont parfois difficilement verbeux. Alors ça se passe tranquillement sans grande incidence, mais ça rend certains moments bien douloureux, et il a beaucoup marqué les lecteurs à cause de ça. Donc vous êtes prévenus. Et franchement, quand on me dit que la SF c'est pas sérieux parce que c'est pas assez scientifique, j'ai envie de leur faire bouffer du rigolite. Vraiment. Une exploration des sciences dure et douce. Rassurez-vous, on ne parle pas que d'ingénierie, de génétique et de cailloux dans ce livre, les sciences dites douces comme la psychologie et l'économie ont tout à fait leur place dans le livre. Une grande partie de la trilogie ne contient mine de rien pas de dialogue, et on suit les personnages et leur psyché dans cette étrange planète au cours de leur exploration et de la construction de la première colonie. Michel Duval, le psychologue, est pendant un temps un personnage clé, offrant des perspectives très intéressantes sur les effets d'un nouveau monde où tout est à faire sur l'esprit humain. On a déjà parlé de l'aspect politique du livre, très important, et les enjeux économiques sont aussi bien présents, notamment dans les suites. Des personnages complexes. Enfin, j'ai envie de dire, ça dépend lesquels, hein, Maya. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai contre ces personnages, mais je peux vraiment pas l'avoir. Non, mais sérieusement, une des principales raisons du succès de ce livre, je pense, est le réalisme de ces personnages.
Loin d'être des clichés ou des caricatures banales, genre le pilote bourru, le géologue geek ou le rigolo de service que tout le monde déteste, on est face à des personnages à la personnalité véritablement complexe, aux envies et enjeux plausibles. Alors attention, plausible ne veut pas toujours dire appréciable. Il y a peu de personnages véritablement sympathiques dans le livre. Je dirais Nadia, Michel, Art, Hiroko et encore. Mais Robinson n'essaie pas d'excuser les actions parfois regrettables, Maya, de ces personnages et il les laisse s'exprimer dans toutes leurs mesures. C'est chouette parce que c'est rare d'avoir autant de personnages différents, mais aussi construits et poussés dans leurs réflexions individuelles. Le world building. L'avantage quand on parle d'une nouvelle civilisation, c'est qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec ce nouveau monde, et Robinson ne s'en prive pas. Le world building du livre est génial, de la manière dont les institutions martiennes se mettent en place, les guerres qui les secouent, à l'étendue de l'histoire en elle-même, sur plusieurs centaines d'années, le world building est juste impressionnant. Beaucoup de ses écrits sont basés sur des essais scientifiques, et les efforts de recherche sur la terraformation et la psychologie rendent vraiment le monde vivant. Un futur plausible. Point d'interrogation. J'ai parlé de science avancée par rapport au nôtre, d'accord, mais en soi, Robinson fait l'effort d'exposer un futur relativement proche et extrêmement plausible, tant au vu de notre société actuelle que de nos connaissances scientifiques. Les échecs répétés de la colonie, les guerres, l'importance de l'immigration, de la construction d'une société plus équitable, tout cela est brillant de réalisme, et honnêtement assez visionnaire. Et franchement, je ne serais pas étonnée si ce livre était utilisé comme référence, un peu à la manière d'un Asimov avec la robotique et les IA, si un jour on part sur Mars. Alors d'accord, la trilogie de Mars est parfois complexe. J'ai moi-même, je l'avoue, sauté ou lu en diagonale des passages entiers, tant il est parfois décrit jusqu'à la gueule et blindé de détails qui feraient vomir des pendules à Tolkien. Comment ça, c'est pas ça l'expression ? Mais il est indéniable que le travail de Robinson est un des plus poussés de la hard SF, et je répète, un des rares livres qui explore les débuts et conséquences de la terraformation martienne. Ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme un des livres les plus aboutis du genre, et un des piliers de la SF moderne, et clairement un alien dans la fiction, tant il est détaillé et provient de sources scientifiques véritables. Il y a tant dans ce livre qu'il est vraiment difficile de passer autour. Alors, son style est parfois un petit peu lourd, donc c'est très personnel et vous risquerez d'être un peu frustré si vous ne pouvez pas passer outre la description de 5 pages. Mais il est définitivement un des travaux les plus inspirants et complets en fiction de ces 30 dernières années. Et ça, on peut pas le nier. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur la trilogie de Mars. J'en parle très souvent dans mes vidéos, mine de rien. Et voilà, je crois qu'il était temps qu'enfin je m'y plonge. C'est chose faite, je n'aurai plus jamais à les lire maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres-là, ce qui vous ont autant traumatisé que moi. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui m'en parlent de temps en temps, donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, à me dire peut-être si vous avez des idées de livres que vous aimeriez que j'aborde. J'ai déjà une liste qui va jusqu'en 2024, mais sait-on jamais, peut-être que vous pourrez me faire penser à des choses auxquelles j'avais pas pensé. Après tout, nous sommes là pour ça. Moi je vous dis à bientôt sur les différents réseaux sociaux, comme d'habitude ils sont dans la barre d'infos. Si vous en avez l'envie et les moyens, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur le Tipeee, c'est toujours agréable. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.